Bonsoir et bienvenue. Ce soir, je vous invite à monter à bord et à rejoindre l'équipage pour une aventure unique. Ensemble, nous suivrons les pas du grand explorateur James Cook, dont les voyages ont ouvert les portes de mondes lointains et de terres encore inconnues à son époque. Fermez doucement les yeux, laissez le roulis imaginaire de la mer vous bercer et préparez-vous à naviguer à travers des récits de découvertes, de rencontres et d'horizons nouveaux. Prenez place, détendez-vous, l'expédition commence. Depuis toujours, ce pays renommé pour ses marins habiles n'a cessé de s'enorgueillir à l'évocation du nom de James Cook. Cet homme doux et talentueux, dont les 3 célèbres expéditions furent racontées comme une seule et longue aventure continue. Il naquit le 27 octobre 1728 dans un petit village appelé Marton, non loin de la bourgade de Great Ayton, dans la région du Yorkshire. Son père était employé dans une ferme. Il avait épousé une femme partageant la même simplicité de vie. Ensemble, ils étaient connus pour leur droiture, leur bonne conduite et leur ardeur au travail. Lorsque le petit James eut 2 ans, la famille quitta Marton pour s'installer à Great Ayton. Là, son père fut nommé régisseur d'un vaste domaine nommé Airy Home, propriété d'un certain Thomas Cotob. Très naturellement, l'enfant commença à accompagner son père dans les champs, apprenant de la nature et des gens ce que son jeune âge pouvait lui permettre de comprendre. Il ne reçut que peu d'instructions dans ses premières années, mais à 13 ans, on l'envoya étudier auprès d'un maître nommé Mr. Bowlin à Ayton. C'est là qu'il apprit les bases de l'arithmétique et de la tenue de compte. Et l'on raconte qu'il montra très vite une remarquable aisance à manier les chiffres. Au début de l'année 1745, âgé de 17 ans, son père l'envoya apprendre le métier d'épicier et de marchand de tissus chez un certain William Sanderson, dans la ville de Staithes, un port de pêche actif situé à 10 miles de Whitby. Son maître attesta vite de sa maturité d'esprit et de sa rapidité dans les calculs, des qualités rares pour son âge. Pourtant, son cœur était attiré par la mer et l'air du large, les récits des marins qu'il côtoyait ne faisaient qu'attiser ce désir profond. À la première querelle avec son maître, il saisit l'occasion de rompre son contrat d'apprentissage, prêt à suivre enfin l'appel de l'océan. Ainsi, en juillet 1746, il fut pris comme apprenti dans une compagnie maritime de Whitby du nom de Walker. Il y passa 3 années, faites de labeur et d'apprentissage. Sa première traversée se fit à bord d'un navire appelé Free Love, chargé de transporter du charbon entre Newcastle et Londres. Puis, en mai 1748, il fut rappelé pour aider à l'armement d'un nouveau bâtiment de 600 tonneaux baptisé Three Brothers. C'était une belle opportunité pour acquérir une expérience précieuse qui un jour lui ouvrirait les portes de postes plus enviables. À bord de ce navire, il effectua 2 voyages de transport de charbon, avant que le bâtiment ne soit affecté au transport de troupes de Middleburg à Dublin, puis à Liverpool, avant de se rendre à Deptford, où il fit relâche en avril 1749. Durant le reste de la saison, il navigua à son bord vers la Norvège. Après avoir honoré ses engagements, il embarqua sur un navire naviguant en mer Baltique, multipliant les traversées sans aventure notable à relater. En 1752, son ancien maître le promut second capitaine d'un navire appelé Friendship. Mais bien vite, on lui proposa de prendre le commandement d'un navire. James refusa cette offre, un choix qui allait, sans qu'il le sache encore, infléchir le destin de la navigation. Peu après, la guerre éclata entre la Grande-Bretagne et la France,
en 1755 et la Marine royale décréta la conscription obligatoire. Cook se trouvait alors sur la Tamise et saisi d'inquiétude à l'idée d'être enrôlé de force, il envisagea de se cacher. Puis il se ravisa et choisit de s'engager volontairement dans la Royal Navy, disant « Je veux tenter ma chance dans cette voie ». Il se rendit donc au bureau de recrutement de Wapping et fut affecté à bord d'un puissant vaisseau de guerre de 60 canons, l'Eagle, alors commandé par le capitaine Amer. En octobre de la même année, le commandement fut repris par le capitaine Hugh Palliser. Celui-ci remarqua rapidement l'intelligence et le zèle de Cook et lui accorda une attention bienveillante malgré sa modeste position. La rumeur de ses premiers exploits parvint bientôt jusqu'à sa famille et à ses amis de son Yorkshire natal. Ils intercédèrent pour lui auprès d'un député de Scarborough, un certain Mr. Osbaldeston, qui recommanda à Palliser de veiller à la carrière de ce jeune homme prometteur. Palliser loua les talents de Cook et suggéra qu'il soit promu au grade de master, un poste hautement estimé dans la marine. Les soutiens qu'il avait réunis agirent en ce sens et il reçut une affectation à bord du Grampus en mai 1759. Mais le précédent titulaire récupéra son poste et Cook passa alors sur le Garland, qui avait déjà pris la mer. Il finit par embarquer sur le Mercury à destination de l'Amérique du Nord sous le commandement de Sir Charles Sanders. Lors du fameux siège de Québec, il devint impératif de sonder les eaux du Saint-Laurent face aux lignes françaises. La mission était périlleuse et exigeait audace et discrétion en pleine nuit et sous le regard des ennemis. Palliser désigna Cook pour cette tâche. Il s'en acquitta avec brio, naviguant dans l'obscurité, mesurant les fonds, jusqu'à ce que les ennemis le repèrent et lancent des embarcations pleines d'Indiens pour le poursuivre. Il parvint à s'échapper et à rejoindre l'île d'Orléans avant d'être rattrapé. Cook n'avait jamais appris à dessiner jusque-là, mais il développa très vite un véritable talent pour la cartographie marine. Il réalisa pour le commandement militaire une carte précise du fleuve, saluée comme un chef-d'œuvre de son temps. Une seconde mission lui fut confiée pour tracer la partie inférieure du Saint-Laurent. Il la mena à bien, livrant un relevé accompagné d'indications précieuses qui surpassaient tout ce que l'on avait jusque-là. Après la victoire britannique au Canada, Cook fut nommé maître de navigation sur le Northumberland, sous les ordres de Lord Colville, en septembre 1759. Il passa l'hiver à Halifax, où il mit à profit son temps libre pour approfondir ses connaissances en astronomie et en géométrie. Bien que les ouvrages fussent rares, son assiduité compensa largement ce manque. Il fut promu en avril 1760 et participa en 1762 à la reconquête de Terre-Neuve. Là encore, il exécuta des levées maritimes remarquables qui lui valurent de nouveaux éloges. Il attira l'attention du capitaine Graves, gouverneur de Terre-Neuve, qui sut reconnaître sa valeur et l'entoura de confiance. Poursuivant ses explorations, Cook apprit à connaître ses côtes, leurs fonds et leurs secrets comme nul autre. À la fin de 1762, il rentra en Angleterre et épousa une jeune femme nommée Elizabeth Batts, qu'il connaissait depuis de longues années et dont on disait qu'il avait été le parrain. Il aurait exprimé le souhait de l'épouser un jour. Son vœu se réalisa, mais son métier l'obligeait à s'absenter souvent. En 1763, une nouvelle expédition fut lancée vers Terre-Neuve sous les ordres du capitaine Grave et Cook joua un rôle essentiel dans la cartographie détaillée de ses rivages. Il poursuivit cette tâche jusqu'en 1767
avant de recevoir une mission en Jamaïque, où son talent fut également reconnu. Sa passion pour la science l'amena à rédiger un mémoire sur l'observation d'une éclipse solaire à Terre-Neuve en 1766. Ce travail fut publié dans la prestigieuse revue Philosophical Transactions, signe évident de ses compétences en astronomie. À cette époque, sous le règne de George III, qui favorisait les grandes explorations, des expéditions furent organisées vers des contrées inconnues. James Cook fut désigné pour commander l'une d'elles, chargé notamment d'observer le passage de Vénus devant le Soleil en 1769, un événement astronomique capital. L'expédition devait aussi partir à la découverte de terres encore inexplorées dans les mers du Sud, qui aiguisaient alors la curiosité des savants et des marins. Parmi ceux qui accompagnèrent le capitaine Cook dans cette lointaine aventure figurait Charles Green, assistant de l'astronome royal Dr Bradley, choisi pour seconder Cook dans les observations célestes. À leur côté se trouvait également Joseph Banks, futur président de la Royal Society, passionné de science et fortuné, qui finança son propre voyage pour assouvir son désir de connaissance et d'exploration. Il s'entoura de 2 dessinateurs chargés d'illustrer la faune, la flore et les paysages rencontrés, d'un secrétaire et de 4 domestiques. Un autre compagnon de valeur, le docteur Daniel Solander, naturaliste suédois, conservateur adjoint du British Museum et disciple du célèbre Linné, compléta le groupe. Il avait hérité de son maître le goût de la nature et une soif de savoir qu'aucun danger n'aurait su éteindre. Sa présence apportait une dimension scientifique précieuse à l'expédition. Car si l'observation de Vénus constituait le prétexte officiel de ce long voyage, la mission ne devait pas s'arrêter là. Il avait été décidé qu'ils iraient au-delà de l'horizon connu, chercher ces terres mystérieuses qui hantaient alors l'imagination des navigateurs. L'équipage du navire Endeavour se composait de 84 hommes. On l'avait approvisionné pour 18 mois de mer, chargé de 10 gros canons et de 12 caisses pivotantes, avec une abondance de munitions et de toutes les fournitures marines nécessaires à un long voyage. Les principaux officiers à bord étaient James Cook, commandant du navire avec le grade de lieutenant de la Royal Navy, Zachary Hicks, premier lieutenant, John Gore, Robert Molyneux, maître de navigation qui devait décéder le 15 avril 1772 et serait remplacé par Richard Pickersgill, Charles Clerk, assistant de navigation, John Guthrie, maître d'équipage, qui mourut le 4 février 1771 et fut remplacé par Samuel Evans, Stephen Forwood, responsable de l'artillerie, John Satterley, charpentier, disparu le 12 février 1771 et remplacé par George Noel. William B. Monkhouse, chirurgien du bord, mort le 5 novembre 1770, remplacé ensuite par William Perry. Richard Orton, écrivain du bord. Lorsque tous les préparatifs furent achevés, l'Endeavour quitta Deptford le 30 juillet 1768, jetant l'ancre dans les eaux calmes de Plymouth Sound le 13 août. Après quelques jours de mise au point et de derniers ajustements, ils prirent le large. La première terre qu'ils aperçurent après avoir quitté la Manche fut, le 2 septembre, les caps Finistère et Ortegal en Espagne. Puis le 13 du même mois, ils atteignirent l'île de Madère et jetèrent l'ancre au large de Funchal. Mais le destin devait frapper là, car l'équipage perdit ce jour-là M. Weir, l'assistant du maître de navigation,
qui tomba à la mer en manœuvrant l'ancre et se noya. Le spectacle de l'île, vu depuis le navire, était pourtant d'une grande beauté. Les vignobles recouvraient les pentes verdoyantes des collines. La nature généreuse avait doté Madère d'un sol fertile et d'un climat si varié qu'on pouvait y faire pousser presque toutes les plantes, fruits et cultures imaginables. Les terres produisaient des ananas, des mangues, une variété infinie de fruits tropicaux et même du blé en abondance. La ville de Funchal s'étendait au creux de la baie, ses rues étroites et mal pavées serpentant entre des églises décorées d'ornements et d'images de saints, mais dont les œuvres d'art n'étaient guère de grande valeur. Le 19 septembre, ils quittèrent Madère et après quelques jours de navigation, servirent le haut pic de Tenerife, s'élevant majestueusement à près de 15 400 pieds. Le 29, ils passèrent près de l'île de Boa Vista, dans l'archipel du Cap-Vert. Entre Tenerife et Boa Vista, le navire croisait souvent des bancs de poissons volants. Sous la lumière éclatante du soleil, leurs flancs miroitants semblaient d'argent poli et donnaient l'illusion de fragments de métal se jouant des flots. Le 7 octobre, M. Banks captura un étrange animal marin connu sous le nom de galère portugaise, ainsi que plusieurs créatures marines de la famille des mollusques, aux formes insolites et aux couleurs variées. Le 25 octobre, ils franchirent l'équateur, et à cette occasion, les marins observèrent les coutumes ancestrales en usage dans la marine. Rituel d'initiation et de réjouissance marquant le passage dans l'hémisphère sud. Quelques jours plus tard, le 29 au soir, ils remarquèrent ce phénomène curieux dont parlaient les anciens navigateurs. L'eau scintillait sous forme d'éclairs mouvants, semblables à des éclats de lumière dans l'obscurité. Mr. Banks et le docteur Solander jetèrent leurs filets à l'eau et ramenèrent des méduses phosphorescentes qui semblaient des morceaux de métal chauffé, irradiant une lumière blanche sous les étoiles. Ils capturèrent aussi de petits crabes qui brillaient d'un éclat vif malgré leur taille minuscule. Alors que les provisions commençaient à s'amenuiser, il fut décidé de faire halte à Rio de Janeiro, où ils arrivèrent le 13 novembre. Le lieutenant Hicks fut envoyé en barque pour prévenir le gouverneur de leur présence et solliciter un pilote ainsi que quelques provisions. À peine avait-il atteint la rive qu'il fut retenu prisonnier, et la barque revint sans lui. Peu après, des canots de garde apparurent autour du navire, inspectant ses flancs en silence, sans adresser le moindre mot à l'équipage. Le lendemain, le capitaine Cook lui-même se rendit à terre et, après bien des pourparlers, obtint l'autorisation d'acheter des vivres et de l'eau, mais uniquement par l'intermédiaire d'un marchand désigné. Le gouverneur, soupçonneux, croyait qu'ils étaient venus commercer clandestinement et n'avait jamais entendu parler du passage de Vénus que l'expédition était censée observer. Malgré les tentatives répétées de l'équipage pour poser pied à terre, les embarcations de garde les en empêchaient. Mais, sous le couvert de la nuit, quelques marins échappèrent par une fenêtre de cabine et prirent une barque pour aller explorer discrètement la campagne environnante. Lorsque Cook protesta contre ces restrictions, le gouverneur répondit qu'il obéissait aux ordres de son roi. Des lettres de protestation furent envoyées par le capitaine et par Banks, mais elles restèrent sans effet. À une occasion, Cook dépêcha le lieutenant X avec un message, mais les gardes refusèrent que le canot reste à quai. Le gouverneur, furieux,
renvoya le lieutenant et son escorte à bord, escortés par des soldats. Cette nuit-là, une violente tempête éclata, emportant avec elle la grande barque du navire, 4 tonneaux de rhum et le canot personnel de M. Banks. Des embarcations furent lancées dès l'aube pour rechercher les hommes qui furent retrouvés sains et saufs. Cook sollicita l'aide du gouverneur qui, cette fois, accepta, et les embarcations disparues furent retrouvées et ramenées à bord. Le 26 novembre, Banks parvint à se faufiler discrètement à terre, passant sa journée à observer les plantes et les oiseaux, loin des regards des sentinelles. Avec les premiers jours de décembre, une fois les cales remplies de nourriture et d'eau fraîche, l'Endeavour quitta enfin Rio de Janeiro. Le 8 décembre, ils franchirent les défenses du port, libérèrent le pilote brésilien qui les avait guidés et reprirent la haute mer. La ville de Rio s'étendait alors sur les rives du fleuve, occupant environ 3/4 de mille. Ces rues étroites étaient reliées par des ruelles, et les demeures cossues rappelaient l'architecture de Lisbonne. Au centre de la cité, une vaste place abritait une fontaine où l'eau arrivait par un aqueduc depuis une source distante de 3000. Dans les marchés, ce sont principalement des esclaves noirs qui vendaient fruits et marchandises, tissant du coton dans leurs moments de répit. Les dames de la ville se déplaçaient en petites calèches tirées par des mules ou dans des palanquins richement décorés portés à dos d'hommes. Les cafés faisaient aussi office de pharmacie et les clients y jouaient aux dés ou à des jeux de table en dégustant des infusions de plantes. Curieusement, les mendiants, omniprésents dans tant de villes européennes, étaient presque inexistants ici. Quant aux femmes de la ville, elles semblaient, à ce qu'on racontait, fort portées sur la coquetterie et les galanteries, apparaissant à leurs fenêtres le soir venu, lançant des fleurs à ceux qui attiraient leur regard. On disait des mines situées non loin de Rio qu'elles regorgeaient d'or et de métaux précieux, mais elles étaient étroitement surveillées. Quiconque s'y aventurait sans raison valable risquait la peine de mort. Chaque année, on y acheminait près de 40 000 esclaves, dont beaucoup mouraient d'épuisement et de maladie dans des conditions de labeur impitoyables. Le 8 décembre, après avoir terminé leurs préparatifs, ils reprirent la mer. Rien de notable ne leur arriva jusqu'au 22 du mois, lorsqu'un énorme troupeau de marsouins apparut, dont certains atteignaient 15 pieds de long. Le 23 du même mois, l'équipage observa une éclipse de lune. À 7 heures du matin, un petit nuage blanc apparut à l'horizon ouest, d'où s'étira une queue de feu vers l'ouest. 2 instants plus tard, ils entendirent 2 fortes détonations successives, semblables à des coups de canon. Puis le nuage se dissipa à l'horizon. Le 4 janvier 1769, ils aperçurent ce qui pensait être l'île de Pépis. Mais en s'approchant, ils découvrirent qu'il ne s'agissait que d'un épais brouillard au-dessus de la mer. Le 14 du même mois, ils entrèrent dans le détroit de Lemaire, mais le courant était si violent qu'il les força à reculer au milieu de vagues déchaînées, au point que l'eau submergea la proue du navire. Finalement, ils trouvèrent un mouillage sûr à l'entrée d'une petite baie que le capitaine Cook nomma la baie de Saint-Vincent. Les algues marines y étaient impressionnantes, poussant sur les rochers à des profondeurs atteignant 9 brasses, avec des feuilles de 4 pieds de long et des tiges fines n'excédant pas 1,5 pouce de circonférence, mais s'étendant au-dessus de l'eau sur de longues distances. Monsieur Banks et le docteur Solander revinrent d'une promenade à terre avec plus de 100 espèces de plantes et de fleurs nouvelles pour les Européens. Le matin du dimanche 15 janvier,
Ils jetèrent l'ancre dans des eaux profondes, au-dessus de récifs de corail, près d'une petite baie. Ils remarquèrent 2 hommes autochtones s'approcher de la plage, semblant attendre leur arrivée. Mais comme l'endroit n'était pas sûr, le navire repartit et les habitants se retirèrent. À 2 heures de l'après-midi, le navire jeta l'ancre dans la baie du Bon Succès. Le capitaine Cook, accompagné de M. Banks et du docteur Solander, descendit à terre pour chercher une source d'eau douce et faire connaissance avec les habitants. Après avoir avancé un peu, 2 autochtones vinrent à leur rencontre, s'assirent au sol, puis se levèrent soudain en voyant les visiteurs s'approcher, et lancèrent un petit bâton au loin en signe de paix. Ils invitèrent ensuite les visiteurs à rejoindre leurs compagnons. L'accueil fut simple et sans cérémonie, et les marins offrirent des perles de verre et des rubans colorés, ce qui réjouit beaucoup les habitants. Lorsque la confiance fut établie, 3 autochtones montèrent à bord du navire avec le capitaine Cook. Ils revêtirent des vêtements qu'on leur offrit et furent bien nourris, mais refusèrent de boire du rhum et du brandy après y avoir goûté, signalant que cela brûlait leur gorge. Ils étaient de taille moyenne, avec des visages larges, des fronts bas, de petits yeux noirs et des cheveux raides couvrant leurs oreilles et leurs fronts. Ils se peignaient le visage avec des couleurs brunes et rouges et portaient des peaux de guanaco et de phoque. Les femmes nouaient des fils autour de leurs jambes et couvraient leur corps de peaux d'animaux. Quelques jours plus tard, M. Banks, le docteur Solander et leurs compagnons partirent pour une expédition à l'intérieur des terres. Ils se retrouvèrent dans une région marécageuse balayée par un vent froid et des chutes de neige. Après beaucoup de peine, ils atteignirent une colline haute ornée de diverses plantes. À la tombée de la nuit, le froid devint si intense que le docteur Solander, bien qu'ayant mis en garde contre le fait de dormir dans un tel froid, fut le premier à insister pour s'allonger. Ses compagnons tentèrent de l'en empêcher et le réveillèrent à plusieurs reprises. L'un des domestiques noirs, épuisé, souhaita même mourir pour se libérer. M. Banks continua avec quelques hommes et ordonna aux autres d'allumer un feu dans un endroit convenable. Malgré cela, le docteur Solander et l'autre domestique, épuisés, s'assirent sur la neige et s'endormirent. L'équipe d'exploration leur annonça que le feu n'était plus très loin. Ils tentèrent de les réveiller, mais le médecin bougeait à peine. Quant au domestique noir, il resta sans mouvement, contraignant les autres à le laisser avec 2 hommes, avant d'envoyer plus tard d'autres compagnons pour les relayer. La neige continua de tomber, et il semblait n'y avoir aucun espoir de survie pour ceux qu'on avait laissés. Mais peu avant minuit, des voix fortes se firent entendre. Monsieur Banks et 4 hommes sortirent et trouvèrent un marin à peine capable de marcher. Peu après, ils découvrirent le domestique Richmond debout, les pieds gelés, et l'autre inconscient. Incapables de les transporter jusqu'au feu, ils les recouvrirent de branches. La nuit fut extrêmement pénible pour tous. À l'aube, il n'y avait autour d'eux que neige et vent violent. N'ayant plus suffisamment de provisions, ils décidèrent de retourner au navire. Heureusement, cela ne leur prit que 3 heures. Le 20 janvier, M. Banks et le docteur Solander repartirent. Ils arrivèrent dans un petit village composé de huttes primitives en forme de dôme, avec une petite ouverture au sommet servant à la fois d'entrée et de cheminée. Ils remarquèrent la présence d'objets européens, preuve de leur contact avec le Nord. Les habitants de la région étaient extrêmement pauvres, vivant de coquillages et presque dépourvus des nécessités de base. Pourtant, ils paraissaient satisfaits, comme si le bonheur n'était ni lié à la richesse ni au confort matériel. Contrairement aux récits de nombreux voyageurs, l'équipage de l'Endeavour
découvrit que la terre de feu n'était pas seulement couverte de neige, mais aussi embellie d'arbres, de vallées verdoyantes et de sources d'eau claire, bien que celle-ci fût légèrement rougeâtre, mais de bon goût. Merci à vous d'avoir écouté cette histoire et d'avoir partagé ce moment de voyage avec nous. Si cette aventure vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un petit j'aime. Cela nous encourage à continuer cette belle aventure ensemble. Restez avec nous, car bientôt vous découvrirez la suite, le 2e chapitre du premier voyage de James Cook. À très vite.